Bonjour à tous. Comme vous l'a dit Jérôme, il y a quelques semaines, je défendais ma thèse de doctorat en sciences spatiales. Et pour moi, c'était quelque chose de très important, parce qu'en fait, c'est le premier palier dans une carrière dans la recherche scientifique. Et quand j'ai commencé mes études, la recherche scientifique, je croyais savoir exactement ce que c'était. J'avais vraiment une idée bien définie de ce que c'était. Je pensais que j'allais intégrer un groupe, même une communauté en fait, de gens qui se dévouent totalement à la science avec un grand S majuscule, dont le seul but dans la vie, dont la seule vocation est de mettre leur intelligence au service de l'humanité. Alors évidemment, c'était qu'en partie vrai. C'est vrai que j'ai intégré une équipe qui dévoue pas mal de son temps à la recherche, mais en fait, j'avais mal compris les véritables motivations d'un chercheur. La plupart d'entre nous n'avons pas choisi notre carrière par pur altruisme, par envie simplement de se mettre au service des besoins de l'humanité. En fait, ça, c'est plutôt du bénéfice collatéral. Ce qui pousse la plupart du temps un chercheur dans sa voie, c'est quelque chose de beaucoup plus subjectif. Ce n'est rien d'autre que sa propre curiosité. On fait de la recherche, avant tout essentiellement, parce qu'on en a envie, parce que ça nous intéresse, parce que ça nous rend curieux. Et pour la plupart d'entre nous, en fait, la discipline scientifique qu'on a choisi d'étudier fait carrément partie de nos passions. Et la carrière d'un chercheur peut prendre une forme qui est essentiellement déterminée par ses goûts, par ses envies, par ce qui l'intéresse, par ce qu'il a envie d'étudier, par ce qui le rend curieux. Et d'ailleurs, les chercheurs peuvent plus ou moins tous se souvenir d'un ou de plusieurs déclencheurs. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment de sa vie, un chercheur, ou un futur chercheur, parce que la plupart du temps, c'est dans sa jeunesse, à un moment de sa vie, un chercheur rencontre sa discipline scientifique un petit peu par hasard, au détour peut-être d'un musée, d'un livre, d'une vidéo, pourquoi pas d'un TED. Et là, quelque chose se produit. Là, sa curiosité est éveillée, et la chaîne est amorcée, et bien souvent, c'est ce qui le pousse vers sa discipline scientifique. Mon déclencheur à moi, je ne vais pas vous le révéler tout de suite, mais je peux déjà vous dire que cette curiosité, elle provient en fait avant tout d'un véritable émerveillement. Et l'émerveillement, eh bien, souvent, c'est alimenté par notre imagination, par notre imaginaire, par le rêve. On dit souvent, à moitié pour rire, que les scientifiques, ce n'est rien d'autre qu'une bande de grands enfants. Et en fait, c'est vrai à plusieurs niveaux, je peux le confirmer, et notamment, comme les enfants, les chercheurs ont une certaine capacité à écouter leur imagination, à l'entendre, à lui faire confiance, et parfois même à savoir la traduire carrément en innovation. Et moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est vous encourager à écouter votre imagination. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est ce que moi, en fait, j'ai fait toute ma vie. Depuis que je suis toute petite, je sais que quand je serai grande, j'irai à l'université étudier l'astrophysique. Parce que depuis cette époque-là de ma vie, mon imaginaire, il est rempli de planètes, d'extraterrestres, de voyages dans l'espace. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors, mon déclencheur à moi, en fait, il est un petit peu plus anodin que ceux que je vous ai cités en exemple. Pour moi, tout a commencé avec un film, et si on voulait être tout à fait rigoureux, on devrait dire 2 trilogies, puisqu'à mon époque, c'était déjà 2 trilogies, et maintenant, c'est presque devenu 3 trilogies. Évidemment, je veux parler de Star Wars. J'avais à peu près 10 ans, quand la prélogie est sortie au cinéma, puis j'ai découvert la trilogie originale, et petit à petit, j'ai commencé à aimer la science-fiction en général. J'adorais ce monde rempli d'extraterrestres invraisemblables et de voyages dans l'espace, et ça m'a poussé à me demander si ce monde de rêve et de fiction que j'aimais tellement pouvait exister quelque part, pouvait exister en vrai. Et ça m'a poussé vers des études d'astrophysique. Et aujourd'hui, c'est encore une de mes passions, c'est encore un de mes hobbies, le fait de prendre un film de science-fiction et de s'en servir comme base à une discussion scientifique. Alors aujourd'hui, on me sert un film de science-fiction sur un véritable plateau d'argent, puisque le titre de cet événement, le titre de ce TEDx, il est inspiré d'une trilogie de science-fiction qui parle du voyage dans le temps. Alors, le temps en physique, en science, c'est quelque chose de tout à fait particulier.
en fait, le temps, on peut le mesurer avec une montre, par exemple, on peut compter les minutes restantes du talk, mais au fond, c'est quoi qu'on mesure? Quel est l'objet physique qu'on mesure? Le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment se représenter, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas dessiner. Mais on croit savoir beaucoup de choses sur le temps. On sait qu'on peut le mesurer, on sait qu'il s'écoule inexorablement, sans qu'on puisse rien y faire, qu'il s'écoule toujours dans le même sens, dans la même direction, et qu'il s'écoule toujours de manière régulière. Ou du moins ça, c'était avant l'intervention d'un monsieur appelé Albert Einstein. Albert Einstein, en fait, a élargi notre vision du temps avec cette théorie de la relativité. Et la théorie de la relativité, en fait, elle explique que votre temps peut s'écouler différemment du mien. Notamment, par exemple, si vous allez très très vite. Alors, pour mieux comprendre, je vous propose qu'on imagine ensemble une petite expérience. Je vous propose de monter à bord d'un train. Mais c'est un train un peu spécial, un train super rapide, qui peut se déplacer à la vitesse de la lumière, ou au moins à une vitesse très 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 proche de la vitesse de la lumière, peut-être 99,99%. Mais avant que vous n'embarquiez, je prends soin de vous confier une super grande horloge, genre horloge de gare, que vous allez, s'il vous plaît, tenir bien en évidence au-dessus de votre tête et de préférence devant une fenêtre du train. Parce que moi, je vais rester sur le quai et depuis ma position immobile, je vais observer votre passage à la vitesse de la lumière. Et je vais faire ça tout en gardant un œil sur ma montre personnelle. Vous montez dans le train, vous prenez votre horloge, le train démarre. À ce moment-là, bien que vous et moi semblions toujours ressentir les mêmes secondes, nous ressentons toujours le même écoulement du temps individuellement, eh bien moi, depuis ma position immobile sur le quai, quand je regarde votre horloge passer rapidement, je constate que les secondes s'égrènent plus lentement pour vous. Vos secondes à vous sont plus longues. La trotteuse de votre horloge va plus lentement que celle de ma montre. Du fait que vous vous déplacez à la vitesse de la lumière, le temps pour vous s'est dilaté. Et c'est donc ce qu'on appelle la dilatation relativiste du temps. Alors évidemment, c'est bien entendu une expérience de pensée. Il n'existe, à ma connaissance, aucun train capable de se déplacer à la vitesse de la lumière, qui est à peu près 300 000 km par seconde. Mais dans la science-fiction, et en particulier dans mon très cher Star Wars, les protagonistes disposent de vaisseaux spatiaux capables de se déplacer à la vitesse de la lumière. Et ils devraient donc ressentir les effets de la relativité. C'est-à-dire que quand les passagers du Faucon Millennium voyagent 1 heure, par exemple, à la vitesse de la lumière, les habitants de la galaxie restés bien sagement sur leur planète immobile, pour eux, il s'écoule peut-être des semaines, des mois. Et ce serait donc assez peu commode au niveau du scénario. Imaginons par exemple la scène où Luke Skywalker décide de quitter précipitamment son entraînement de Jedi parce qu'il a ressenti que ses amis étaient en danger sur une planète lointaine. Bien, même avec le vaisseau spatial le plus rapide de la galaxie, cette entreprise est complètement vouée à l'échec, puisqu'à cause de la dilatation temporelle, à son arrivée, tout le monde sera probablement déjà mort. Mais bien sûr, soyons indulgents, on ne demande pas à un film de science-fiction de respecter les lois de la physique. On lui demande d'avoir un scénario cohérent. Mais cependant, il existe un film de science-fiction, au moins un en tout cas à ma connaissance, qui est parvenu à mettre en scène la dilatation relativiste du temps d'une manière à la fois scientifiquement correcte et artistiquement pertinente, belle et poétique. C'est un film de 2014, et je veux parler d'Interstellar. Dans Interstellar, 2 astronautes voyagent sur une planète imaginaire baptisée la planète Miller. Et la planète Miller a ceci de particulier qu'elle vit autour d'un trou noir. Et ce voyage a un terrible coût pour nos 2 astronautes, puisqu'ils souffrent d'une grosse dilatation du temps. C'est-à-dire qu'1 heure passée sur la planète Miller équivaut à 7 ans pour leur famille restée sur Terre. C'est donc un élément important du déroulement de l'histoire, cette dilatation relativiste du temps. Alors cette fois-ci, les astronautes ressentent une telle dilatation du temps, non pas tellement à cause de la grande vitesse à laquelle ils ont voyagé jusqu'à la planète Miller, mais plutôt du fait que la planète Miller est en orbite autour d'un trou noir. Un trou noir, en fait, c'est simplement une région de l'espace où une masse infiniment dense et compacte a creusé autour d'elle un puits gravitationnel infini, dont rien ne peut s'échapper, pas même la lumière, d'où d'ailleurs le nom de trou noir. Et cette attraction gravitationnelle infinie
que le trou noir exerce sur son voisinage est capable d'y ralentir également l'écoulement du temps. C'est encore un effet relativiste, et c'est cet effet qui a été assez correctement mis en scène dans le film Interstellar. Une chose intéressante à noter, c'est que le film Interstellar a été réalisé en collaboration avec de vrais astrophysiciens. Et il a même donné lieu à des publications scientifiques tout à fait légitimes. C'est donc dire si l'imaginaire peut parfois alimenter l'innovation. Donc, pour résumer, votre temps peut s'écouler différemment du mien si vous allez très très vite ou si vous vivez dans un champ gravitationnel beaucoup plus fort que moi. Et même si ces deux effets peuvent paraître très très science-fiction, en réalité, la dilatation relativiste du temps, ça s'observe, ça existe, et j'oserais même dire que ça affecte notre quotidien. Notamment au travers d'un petit objet de technologie dont je suis prête à parier qu'au moins la moitié d'entre vous s'en est servi aujourd'hui. Je veux parler du GPS. Alors le GPS, en fait, comment ça marche? Eh bien, les récepteurs GPS qu'on a sur Terre, et la plupart du temps c'est dans nos voitures, communiquent en permanence avec une constellation de satellites. Il y en a environ une trentaine, qui vivent donc en orbite autour de la Terre. Et ces satellites, à leur bord, ils ont chacun une horloge extrêmement précise. Et ils envoient des signaux en continu vers la Terre avec entre autres comme information l'heure à leur bord. Et grâce en fait à cette information temporelle, à cette information sur l'heure à bord du satellite, le récepteur GPS dont on dispose sur Terre est capable d'estimer sa position par rapport à une poignée de ces satellites et par extension sa position sur Terre. Ok, facile. Ces satellites, ils vivent dans l'espace. Ils subissent donc une gravité différente de moi avec mon récepteur GPS dans ma voiture. C'est donc le même effet qu'il y a dans Interstellar, mais à l'envers en fait, parce que leur gravité est plus faible. Et puisqu'ils vivent sur une orbite autour de la Terre, ils tournent donc autour de la Terre avec une certaine vitesse. Et en l'occurrence, la vitesse des satellites GPS, c'est à peu près 3 km par seconde. Alors ce n'est pas encore la vitesse de la lumière, qui était de 300 000 km par seconde à peu près, mais c'est déjà suffisant pour avoir une petite dilatation du temps. Et quand on combine les deux effets relativistes ressentis par les satellites GPS, on se rend compte en fait que chaque jour, chaque 24 heures, les horloges à leur bord accusent une erreur d'à peu près 38 microsecondes. Ça veut dire que tous les jours, il faut corriger les horloges des satellites GPS d'à peu près 38 microsecondes. 38 microsecondes sur une journée, ça peut paraître absolument dérisoire, mais dans les calculs de position de nos récepteurs GPS, ça peut se traduire en erreur de presque 10 km. Ce qui est donc assez peu négligeable, notamment quand on recherche un bâtiment en pleine ville de Liège. On peut donc remercier très chaleureusement notre ami Einstein pour avoir mis en mathématiques la relativité, la dilatation du temps, et pour garantir le bon fonctionnement de nos GPS. Et d'ailleurs, pour en revenir à Albert Einstein, en fait, moi, je pense que s'il est parvenu à mettre sur pied la théorie de la relativité, c'est probablement pas en se levant un matin et en se disant « aujourd'hui, l'humanité a grand besoin d'une bonne compréhension scientifique du temps. Alors, aujourd'hui, je m'assieds à mon bureau, je me retrousse les manches, j'y vais au finish. Je ne dors pas, je ne mange pas tant que je n'ai pas terminé cette bonne définition physique du temps. » En fait, à l'époque, au début des années 1900, à l'époque où Einstein a publié cette théorie, en fait, Einstein était employé dans un bureau de brevets. Et à son époque, il voyait passer énormément de brevets pour des horloges mécaniques toujours de plus en plus précises. Et moi, je suis prête à parier que c'est en voyant passer tous ces brevets pour des horloges que sa curiosité pour l'écoulement du temps a été éveillée. En fait, moi je pense que le génie d'Albert Einstein réside surtout dans le fait de s'être laissé émerveiller par quelque chose d'aussi simple que l'écoulement du temps. Un petit peu peut-être comme Isaac Newton s'est laissé émerveiller par les pommes qui tombent. Et moi, en l'occurrence, eh bien, moi je suis émerveillée par les films de science-fiction. Parce que si dans la réalité, les lois physiques limitent ce qu'on peut faire, limitent ce avec quoi on peut expérimenter, dans la science-fiction, les seules limites sont celles de l'imagination. On peut donc virtuellement tout essayer, pousser les lois physiques dans leur dernier retranchement. Et c'est un véritable terrain de jeu pour l'innovation.
Et d'ailleurs, ce qui est magnifique, c'est que parfois, la réalité finit par rattraper la science-fiction. Par exemple, plusieurs dizaines d'années avant la popularisation des téléphones portables, le capitaine Kirk en utilisait déjà un avant tout le monde dans Star Trek. Ou plus fort encore, à son époque, Jules Verne écrivait déjà le premier voyage de l'homme sur la Lune, pratiquement 100 ans avant que ça ne se produise en vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que la science-fiction du passé est devenue en partie la réalité d'aujourd'hui. Et donc ça veut dire que la science-fiction d'aujourd'hui, la science-fiction contemporaine, peut-être prédit-elle en partie notre futur, la réalité de notre futur. Et d'ailleurs, les sujets qui sont à la mode dans les œuvres de science-fiction contemporaines, eh bien, ce sont des sujets qui existent également dans les laboratoires et dans les instituts de recherche, comme par exemple l'exploration martienne avec le film Seul sur Mars, ou la réalité virtuelle, la médecine personnalisée et connectée, ou comme Domenico l'a montré tout à l'heure, la présidence de Donald Trump. L'imaginaire d'aujourd'hui, c'est l'innovation de demain. Et c'est pour ça que moi j'aimerais vous encourager à écouter votre imagination. Vous verrez que ça va aiguiser votre curiosité et que ça vous permettra peut-être d'offrir à votre esprit d'innovation un terrain de jeu. Par exemple, la prochaine fois que vous regarderez un film de science-fiction, demandez-vous à quel point ce que vous y voyez peut un jour devenir notre réalité. Si on prend l'exemple de Retour vers le futur et du voyage dans le temps, aujourd'hui, désolé, le voyage dans le temps relève encore de la science-fiction plutôt que de la science. Mais ces deux disciplines se croisent et il est permis d'espérer, et qui sait où la curiosité scientifique pourra nous mener d'ici quelques années. Je vous remercie.